bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire et Extra. Aujourd'hui, nous allons accueillir Frédéric Deltour qui parcourt les routes depuis maintenant 8 ans pour faire des consultations, animer des stages auprès du grand public ou des thérapeutes. Alors, nous allons découvrir comment il en est arrivé là. Bonjour Frédéric. Bonjour Gwen. Alors, raconte-nous comment tu es arrivé à cette vie de thérapeute itinérant quelque part. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, c'est une histoire qui est très longue, on va essayer de faire assez court. Le résumé, en gros, c'est depuis que je suis très jeune, j'avais en gros 16-17 ans, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas au niveau de la société, du fonctionnement, de voir les gens aller travailler, mes parents se lever tous les matins, avoir très peu d'argent pour partir en vacances, etc. Et donc déjà à cet âge-là, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui va pas et qui me correspond pas. Je savais pas trop quoi, comment, mais il y avait déjà une idée un peu comme ça. Donc j'ai été jusqu'au bac parce que mes parents voulaient que j'aie mon bac au minimum, mais déjà je voulais arrêter l'école à cette époque-là. Et j'ai commencé à travailler pour moi. Donc j'ai commencé à travailler en tant qu'indépendant parce que je voulais pas avoir de patron, avoir quelqu'un qui me dise quoi faire, comment faire, comme ce qui se passe à l'école. On me dit quand est-ce que tu peux te lever, aller aux toilettes, etc. Et moi j'avais vraiment ce truc intérieur qui me frustrait et qui me disait non, je peux pas fonctionner comme ça. Donc je dirais que ça a commencé déjà à cette période-là. Et puis donc après ça, j'ai eu tout un parcours qui est assez atypique. J'ai été mannequin, j'ai été cascadeur, j'ai été chef d'entreprise de plusieurs entreprises. J'ai été dans les énergies renouvelables, les produits de bien-être, la santé, etc. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, je faisais tout un travail de développement personnel, j'avais connu la méditation, et je me suis rendu compte vraiment que je pouvais ne plus être en lien avec mes valeurs, avec mon fonctionnement intérieur. Et donc, à travers la méditation, le yoga, le tai chi, j'ai commencé à m'orienter vers ça. Donc je suis devenu prof de tai chi, prof de yoga, coach personnel, et puis j'ai enseigné un petit peu la méditation, ce que j'avais pu apprendre. Donc ça a été un parcours de 7-8 ans où j'ai développé différentes choses avec la méditation, le tai chi, toutes ces choses-là, au niveau spirituel. Tout ce qui est développement personnel pour moi, mieux me connaître. Et à un moment donné où je me suis orienté à me dire ce qui me correspond, ce que j'ai envie de faire, c'est toutes ces choses qui me parlent, qui me plaisent, qui aident les autres. Quand j'en parle avec les autres, ça les aide. Et donc je suis devenu, comme je te disais, un coach personnel, etc. Et petit, avant 16-17 ans, est-ce que déjà tu étais un enfant un peu différent? Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Ou est-ce que déjà il y avait des petits signes C'est génial que tu reviennes là-dessus parce que en fait, effectivement, je pense que ça revient plus loin que ça. J'ai essayé de résumer court, mais j'ai commencé le judo quand j'avais 5 ans. Et j'ai eu la chance de commencer le judo avec un professeur qui était ex-champion olympique et qui, vraiment, son fonctionnement à lui, c'était le mental, c'est tout. Donc, dès très très jeune, c'est ce que j'ai eu comme éducation, à dépasser mes limites physiques, à dépasser mon mental, à dépasser mes croyances que j'avais au niveau de ce que je pouvais faire physiquement. Et donc effectivement, déjà j'étais différent de la plupart des gens, des enfants de mon âge, parce que je faisais des compétitions depuis l'âge de 10 ans, enfin même avant, mais en tout cas un peu plus sérieusement même à ces âges-là. Et puis avec un entraînement 2-3 fois par semaine, assez poussé, assez intense, donc effectivement ça m'a construit aussi dans le sens mental, physique, de dépasser ses limites, de dépasser ses croyances, etc. C'est intéressant parce qu'en ce moment, c'est un sujet qui m'interpelle, c'est comment motiver mais sans écraser. Comment se dépasser, comment aller vers le meilleur de soi. Mais aujourd'hui, dans notre société, des fois, c'est dans la compétition, mais dans le mauvais sens de la compétition. Et toi, tu as bénéficié d'une autre catégorie d'aide, en fait. Ouais, c'était comment ce que tu as appris, toi, à ce moment-là? C'était vraiment toi face à toi-même. Parce que, par exemple, dans les entraînements, quand tu es fatigué et que tu fais un combat de judo, c'est quand même très, très intense. Et c'est vraiment toi face à toi-même avec tes ressentis, avec ta fatigue, et d'arriver à dépasser ça. Et c'est pas tant la compétition, je gagne contre l'autre, parce que le judo, c'est vraiment pas un truc d'ego. Il y a vraiment cette notion de respect, de générosité, de bienveillance vis-à-vis du partenaire. On se respecte même si on est dans un sport de combat. Mais c'est plus vis-à-vis de toi. C'est quelles sont tes valeurs et tes fonctionnements personnels qui vont te permettre de te dépasser, qui vont te permettre de gagner.
Et donc je pense que ça relie vachement à ce que tu dis, dans le sens où cette notion de se dépasser, d'arriver au meilleur de soi, c'est comment est-ce que je peux mieux me connaître, et dans ce que je comprends dans mon fonctionnement, comment est-ce que je peux transcender ça. Quels sont les éléments qui aujourd'hui je peux vraiment les transcender, devenir meilleur, me pousser, tu vois, d'avoir cette notion de compétition, mais pas pour être meilleur que l'autre, pour moi, tu vois, dépasser des trucs que je sais qui sont un peu, tu vois, limites ou qui m'aident pas. Et où est le juste équilibre entre se dépasser, mais s'écouter aussi, parce qu'une fatigue ou une blessure, c'est important aussi de respecter ses limites. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as appris jeune et que tu pourrais encore aujourd'hui témoigner? Ouais, c'est des super questions, merci. J'ai vraiment trouvé un juste équilibre, un juste milieu, parce que j'ai été justement formé avec le judo, etc., à pousser, à forcer les choses dans un certain sens, parce que tu te transcendes. Avec le judo, quand j'en faisais un haut niveau, j'étais jusqu'au niveau national, donc les blessures, ça comptait pas. Parce que si tu es dans un truc de compétition, bah, quand tu dois aller en compétition, t'entraîner, t'y vas, à moins que ce soit vraiment quelque chose de très grave. Mais sinon, la plupart des blessures, c'est pas « Ah, je m'écoute, là, je sens que tu vois, j'ai mal, donc je vais pas aller courir ou je vais pas aller faire de l'entraînement. » Donc il y a un peu ce truc de « Bon, bah, tu dépasses ça. » Donc ça te permet, ou en tout cas ça m'a permis de me rendre compte que c'est mon esprit qui me limitait dans ces moments-là, si je me disais que j'avais mal, etc. Aujourd'hui, ça reste dans le sens où, pour moi, on a toujours le choix. Et c'est vraiment une chose qui... Je vois la différence dans les thérapies que je fais ou avec les coachs que je forme. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là de se dire, bah, si on est malheureux ou s'il y a des choses qui ne nous vont pas dans notre vie, on a toujours le choix de les changer. C'est des choix qui peuvent être difficiles, c'est des choix qui peuvent emmener certaines conséquences, mais on a toujours le choix de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très puissant qui peut vraiment nous aider dans notre fonctionnement de tous les jours. C'est de se dire, ok, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me correspond pas, là je me sens insatisfait, j'ai le choix de faire autrement. Sortir de sa zone de confort, mais en se respectant, pour aller vers quelque chose qui va au-delà de nos limites, mais pas en se faisant mal, mais en allant vers quelque chose qui va nous rendre plus heureux, plus épanouis, plus sereins. Tout à fait. Et pour relier avec ce que tu disais dans le sens de s'écouter, pour moi, une des clés vraiment que j'enseigne, et si vraiment on fait le travail personnel de voir à l'intérieur, c'est la notion de valeur. De s'écouter, ça veut dire quelles sont mes valeurs. Est-ce que dans cette situation-là, ma valeur de respect, d'honnêteté, de liberté est comblée? Et quand on s'écoute et qu'on se voit que, bah non, effectivement, là, dans ce travail ou dans cette situation, mes valeurs ne sont pas comblées, ou dans une relation, je travaille beaucoup avec les couples, et s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas d'empathie, bah, c'est des valeurs fortes pour la personne. Si elles ne sont pas comblées, la personne va être malheureuse. Donc c'est trouver ce juste milieu de je m'écoute, c'est ça que j'ai besoin, et dans cette situation, j'applique un truc un peu plus avec de la force, soit pour le relier avec le judo, c'est bah, j'ai le choix de faire autrement. Et donc je choisis de faire autrement malgré les conséquences. Donc c'est un peu ce yin et ce yang de il y a la douceur et il y a la force, et je joue un équilibre entre les deux. Et après, du coup, toute cette, tu disais tout ce parcours que tu as eu, alors chef d'entreprise, mannequin, est-ce que dans tout ce parcours, il y a des choses vraiment clés que tu as pu expérimenter qui t'ont forgé, appris des choses? Le mannequinat, par exemple, des fois on dit c'est un monde où il peut y avoir des choses pas très cool. Toi, quelle a été ton expérience? Je pensais pas parler de mannequin, Comme quoi. Ça m'intrigue. Bah, ça a été une étape pour moi extrêmement importante dans mon fonctionnement, dans mon parcours, pour une raison simple, c'est que j'ai eu un peu ce que les gens rêvent, dans le sens où j'ai eu de l'argent, j'ai été un petit peu connu, j'ai eu les voyages, j'ai eu la liberté, et puis il y a la fête, etc. quand on est jeune, donc j'avais 21 ans quand vraiment j'étais dans ce domaine-là le plus. Et donc j'ai eu toutes ces choses-là qui sont un peu ce que nous montre la télé, ce que les gens aspirent à avoir, certaines personnes en tout cas. Et j'ai eu la chance très jeune de me rendre compte que bah, ça me nourrissait pas. Ça m'intéressait pas déjà à l'époque, j'ai eu la chance de devenir mannequin, ça m'intéressait pas de le devenir, donc j'avais ce recul déjà. Mais en faisant l'expérience de toutes ces choses-là, bah, je me suis rendu compte que c'était pas ça la vie, que ça m'apportait pas du bonheur. Et j'ai eu la chance de voir la méditation qui venait balancer les deux aspects. Et donc, ça a duré 2 ans cette période, et en moins de 2 ans, je m'étais rendu compte que ça m'intéressait pas, et j'ai quitté ce milieu, en voyant clairement que si je devais rechercher le bonheur,
c'est pas dans ce genre de choses que j'allais le trouver. Mm. Et donc ça m'a permis très jeune de me dire, bah c'est pas ça. Ouais. Tu vois, alors qu'on peut passer notre vie à se dire, bah c'est de gagner de l'argent qui va me rendre heureux, ou c'est d'avoir certaines choses. Ah ouais. Et donc ça m'a permis très jeune de me dire, bah non, cette voie-là elle est pas intéressante, on va aller chercher autre chose. Ah ouais, ça c'est une chance parce que tant qu'on n'a pas expérimenté quelque part la gloire, la richesse, je sais pas, l'admiration des autres, on peut se dire c'est ça qui me rendra heureux, et d'avoir eu la chance de l'expérimenter très tôt et de te rendre compte que c'était pas ça. Ça, c'est quand même une grande chance. Quelque part, faudrait donner à tout le monde cette chance pour que d'emblée, ils sachent que c'est pas ça. C'est ça. Bah, une des choses qu'on voit beaucoup et c'est un peu comme un mythe, mais en même temps c'est vrai, c'est qu'on se dit que la plupart des gens qui sont très riches sont moins heureux que nous. Et on peut le voir, on peut le vérifier, il y a des études qui ont été faites. Et moi, dans mon parcours, j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup. Et c'est vrai que, en fait, tu perds tes valeurs, tu perds des choses qui sont essentielles quand tu cherches quelque chose de superficiel, de matériel. Parce que tu mets la priorité sur des choses qui sont moins importantes, des choses qui sont moins nourrissantes. Et on en parlait tout à l'heure, tu me parlais de tes amis qui sont réfugiés et qui justement sont connectés avec des valeurs beaucoup plus fortes. Et c'est ça qui est intéressant. Je sais pas si tu peux peut-être rééquilibrer avec ce que tu me disais, parce que moi ça m'a touché ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, les exemples que tu m'as donnés. C'est vrai que ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui dans nos sociétés, on a perdu des choses essentielles comme le partage, l'entraide, prendre le temps de faire les choses, et que certains des pays qui sont a priori moins développés que le nôtre pourraient nous envier, alors que nous, en fait, l'essentiel, ils l'ont, ils savent pas qu'ils l'ont. Et c'est vrai que si eux aussi pouvaient savoir qu'ils ont des choses essentielles que nous, on mettra peut-être une vie, ou peut-être que jamais on les retrouvera, ce serait équilibrer les choses pour que chacun voit ce qu'il a de riche, quoi, en fait. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est que c'est un message important que eux pourraient recevoir, et c'est un peu la même chose que tu disais, que nous, les personnes de notre société, se disent que c'est pas en courant après un travail, avoir une position dans la société, avoir de l'argent, avoir une maison, qui vont trouver réellement un bonheur satisfaisant. Et alors pour toi, justement, ce bonheur satisfaisant que tu n'as pas trouvé dans l'argent, et c'est quoi en fait finalement l'essentiel? L'essentiel, wow. Si tu veux qu'on aille dans cette direction, on va aller. Alors, je vais utiliser le mot bouddhisme, mais pas dans le sens religieux, dans le sens où il y a le Bouddha, une personne qui a trouvé un chemin et qui nous l'a transmis. Et pour moi, le bouddhisme, c'est autant une religion que de la psychologie, que de la philosophie. Il y a des personnes qui pensent que c'est l'un ou que c'est l'autre. Bon, pour moi, il y a un peu tout qui est réuni. Donc dans les explications, je vais utiliser le mot bouddhisme, mais dans le sens où il y a une méthode plus qu'une religion ou même une spiritualité. La méditation m'a permis de me rendre compte que la nature de la réalité est faite d'une certaine manière qu'elle ne peut pas nous combler complètement. L'un des principes de base dans le bouddhisme, c'est la notion d'impermanence. Tout est constamment changeant. Et ce changement est la source de notre souffrance. Si, par exemple, on aime quelqu'un et que cette personne meurt ou qu'on se sépare, on va souffrir. Si on a un travail et que ce travail nous plaît, on va souffrir si on perd ce travail. Si on a de l'argent et qu'on perd cet argent, on va souffrir. Et la nature de la réalité, notre corps physique, c'est d'être malade, c'est de vieillir et c'est de mourir. Sauf que pour beaucoup, ces trois choses-là sont les trois causes de souffrance les plus extrêmes dans notre vie. Que ce soit pour nous personnellement ou pour les personnes que l'on aime. Donc quand on voit que la nature de la réalité est comme ça, et que notre attachement à quelque chose, on essaie que ce soit différent, on essaie de rendre les choses permanentes. On se met dans des appartements, dans des maisons, on essaie d'avoir un travail fixe. Tu vois, tu parlais tout à l'heure que la manière dont je vis, où j'ai pas de domicile qui est fixe, c'est une autre manière de percevoir la réalité qui fait peur pour beaucoup, parce qu'on veut que les choses soient permanentes. Mais on se bat contre une réalité qui n'est pas comme ça. Et donc, on est un peu dans ce truc de « je veux que les choses soient d'une certaine manière, mais elles ne le sont pas, alors je stresse et je me bats toute la journée pour essayer de les rendre comme ça. » C'est un peu comme si, maintenant on est en automne, et qu'on se dit je veux que ce soit l'été. Tu vois, tu te bats contre un truc, c'est pas comme ça. La vie, elle est constamment en changement, et si on arrive à aller dans ce flow, aller dans ce changement,
là, il y a quelque chose qui s'apaise en nous. Donc, quand on parle de bonheur, pour moi, c'est plus un état de paix intérieure, d'être dans cet état de sérénité et de voir les choses comme elles sont, et arrêter de se battre contre quelque chose qu'on ne peut pas changer. Oui. Oui, on résiste, on lutte on met toute notre énergie pour avoir quelque chose qui ne peut pas être. Exactement. Ouais. Et alors, quels sont les clés, toi, les outils que tu as constatés étant aidants pour toi, que tu aimes transmettre? Alors, je parlais de méditation ou de bouddhisme, c'est vraiment pour moi la base qui m'a permis de trouver cette sérénité intérieure. Et puis j'ai été dans tous les domaines de développement personnel, alors j'ai fait énormément de formations et puis de stages, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une similarité entre les deux. Et je dirais que dans mon travail de coach et de formateur, j'ai un peu cette mission, bon en tout cas moi je le ressens comme ça, de transmettre ça, d'être le pont entre la partie spirituelle et la partie psychologique ou thérapeutique. Parce qu'il y a dans la spiritualité des choses vraiment qui se relient à notre fonctionnement psychologique et qui peuvent nous aider énormément. Et c'est là où, par exemple, quand je parlais du bouddhisme, il y a pour moi vraiment une partie très psychologique, c'est qu'il y a des outils sur comment fonctionne notre esprit qui nous aident énormément. Et je dirais que même si, dans l'absolu, si on passait simplement quelques semaines ou quelques mois, comme j'ai eu la chance de le faire dans des monastères, à méditer toute la journée, c'est suffisant, on n'a rien besoin d'autre. Maintenant, la plupart des gens dans notre société n'ont pas cette capacité ou cette possibilité de partir pendant des mois et de faire ça. Donc il y a besoin de faire un lien entre, ok, où est-ce que j'en suis dans ma vie de tous les jours et comment est-ce que je peux me rapprocher d'une vie qui est un peu plus spirituelle ou un peu plus sereine. Et donc je transmets ça. Et les outils, je dirais que la notion de conscience, c'est quelque chose qui est très fort parce que quand on prend conscience d'un fonctionnement intérieur, c'est un peu tout ce travail de connais-toi toi-même, de développement personnel. Quand on prend conscience d'un fonctionnement intérieur, il perd déjà de son emprise sur nous. Donc c'est un peu, je vais citer des psychologues comme Carl Jung, qui parlent de notre partie d'ombre et notre partie inconsciente, qui est, si on a des fonctionnements inconscients, ils nous dirigent inconsciemment. Par contre, le moment où on met de la lumière sur ces fonctionnements inconscients, on va les voir, et quand ils vont apparaître, on va être capable de les reconnaître, et donc de répondre à ça au lieu de réagir à ces fonctionnements. Donc la notion de conscience, pour moi, c'est vraiment une clé qui va de la partie basique psychologique à la partie plus élevée spirituelle. Si on parle du bouddhisme, à sortir du cycle des réincarnations, etc. Bon, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vraiment la clé qui nous permet de voir les choses clairement, de voir ce qui est dans l'ombre et de pouvoir agir dessus. Donc cette notion de conscience, comment est-ce qu'on la développe? Eh bien, il y a plein de moyens. Il y a des techniques de psychologie ou des thérapies qui nous permettent de voir les choses clairement. Par exemple, je parlais des valeurs. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs qui sont fortes et importantes pour toi? Donc un des travaux que je fais beaucoup en stage, c'est de travailler sur une liste de valeurs. De vraiment mieux se connaître. Quelles sont les valeurs qui sont essentielles pour moi? Quelles sont les valeurs dans une relation, par exemple, pour toi, pour faire un petit exemple, qui sont essentielles et que si elles ne sont pas là, tu ne peux pas t'épanouir dans une relation? Je te pose la question. Ouais. Et oh là, il me faudrait peut-être un petit peu de temps pour les citer. Mais effectivement, il y a des valeurs, par exemple, l'authenticité, l'honnêteté, c'est des choses que si elles ne sont pas là, pareil, dans ma vie, j'ai des fois lutté à me dire c'est pas grave, ça va aller, si c'est pas tout à fait là, je peux peut-être être bien. Mais non, en fait, effectivement, nos valeurs, on doit être intransigeant dessus, sinon on est malheureux. Et effectivement, d'en avoir conscience et de pouvoir se dire, à partir de maintenant, je sais que si c'est pas là, je serai pas un poisson dans l'eau, il me manquera l'oxygène, il me manquera... Eh bien, on peut plus ne pas choisir ce qui nous correspond vraiment, quoi. Exactement. Et c'est là où ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de choix. Oui. Quel choix je fais quand mes valeurs ne sont pas respectées, comblées? Quel est le moment où je me dis, ok, est-ce que je peux choisir une chose qui va avoir des conséquences, ou est-ce que je reste dans quelque chose qui ne me correspond pas complètement? Mais au moins, on fait un choix conscient, en sachant que c'est à cause de ça, que c'est ces valeurs qui nous dirigent dans ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et on peut se dire, je choisis réellement de m'écouter et d'aller vers mes valeurs. C'est vrai que c'est capital, c'est comme mettre le cap du bateau sur ce qu'on est sûr de vouloir,
Et après, ça élague, on va dire, tout ce qui ne va pas nous correspondre. Et c'est important aussi de toujours se rappeler qu'on est unique et que nos valeurs assemblées à cette valeur-là et cette valeur-là, bah, le voisin, lui, ce sera peut-être pas ça, mais qu'on n'est pas le voisin. Et c'est vrai que souvent, on se compare, on se dit « Oh, il a l'air de se satisfaire, d'être heureux avec ça, et moi, je suis torturée, je suis mal. » Exactement. Et des fois, ça prend du temps d'accepter que, bah ouais, pour nous, c'est pas possible en fait. Même si ça demande des fois de sacrifier des proches, d'un certain milieu, un environnement, des personnes ça ne va pas, ça ne colle pas. Et ça demande du courage d'aller vraiment vers ce qui nous correspond. Tout à fait. C'est vraiment la clé, tu l'as cité, c'est ça, c'est de faire quelque chose qui nous correspond et d'avoir le courage de s'aligner avec ça. Et je dirais qu'on n'aurait même pas besoin de moi en tant que coach ou thérapeute si juste ça, la plupart des personnes le comprenaient et l'appliquaient. Oui. Parce qu'il y a une grosse différence entre avoir conscience de ces choses-là et ensuite prendre la décision. Et c'est là où il y a l'équilibre entre le yin et le yang, c'est là où on parlait tout à l'heure du judo, ou d'avoir un état d'esprit où tu prends des décisions fortes. C'est pas de forcer les choses, mais c'est comme je suis, c'est ce que j'ai besoin, et ce sera comme ça et pas autrement. Ouais. Et c'est là où il y a vraiment cette force ou cette stabilité, cette authenticité de je suis authentique, je m'adapte avec qui je suis et point. Il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est là que d'avoir des stages ou un coach dans des moments charnières comme ça où c'est dur de lâcher ce qu'on aimait, même si ça ne nous correspondait pas, ce qu'on connaît, et d'oser aller vers du nouveau. On sait que ça va être bien, que ça va être mieux, mais je parle en plus tout ce qui est poids familial, quand il faut se confronter à, par exemple, les gens les plus proches, la famille, qui ne comprennent pas ou qui vont même essayer de changer, contrer. Voilà. Là, c'est vrai qu'il y a besoin, pour ma part aussi, c'est vrai que depuis mes 19 ans, je me suis toujours fait aider, accompagner. Et du coup, je suis en mesure d'accompagner ce que j'ai moi-même expérimenté, d'autant plus que je connais la difficulté, je connais les besoins qu'on peut avoir dans ces moments importants. Ouais. Et du coup, tu travailles en France ou ça t'arrive aussi d'animer des choses à l'étranger? Comment ça se dirige là où le vent te mène? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des valeurs qui sont fortes pour moi, qui font que je prends certaines décisions là où je vais. Par exemple, dans mon fonctionnement, dans ma vie, c'est d'être dans la nature. Donc, en ce moment, je garde des maisons. C'est mon travail, entre guillemets, mais qui n'est pas rémunéré. Mais ça me permet de ne pas avoir de loyer, de charges, etc. Donc, ça me permet d'avoir une vie qui est beaucoup plus simple et d'aller d'une maison en une autre et d'être dans un contexte qui me correspond. Donc, les choix que je fais, c'est si c'est une maison qui dure pendant 3 mois, 6 mois et que c'est au milieu de la nature, je vais aller vers ça. Et donc ça m'a permis de voyager autour du monde pendant des années, mais ça m'a permis aussi aujourd'hui, avec un enfant et avec une compagne, de vivre comme ça et d'être dans des contextes qui sont absolument extraordinaires. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube si les gens veulent voir, où je montre un petit peu comment je vis, où je vis, etc. Mais on a eu des maisons énormes de quelques centaines de mètres carrés, au milieu de la nature avec des hectares. Là, la dernière dont je viens de partir, c'était 20 hectares de forêt qui était autour de la maison, une maison qui faisait plus de 500 mètres carrés. J'ai pas les moyens, tu vois, de payer ça, mais de vivre comme ça, de simplifier la vie et de pas avoir cette peur de me dire on n'a pas une stabilité, eh bien ça nous donne malgré tout plus de choses. Donc la vie, elle est abondante quand on va là-dedans, quand on se relie avec nos valeurs, tu vois, et les personnes le sentent. Donc toutes les personnes autour de toi vont s'aligner avec ce fonctionnement intérieur aussi. Pour les stages, le dernier qu'on a fait, c'était en Suède, parce qu'on avait justement une belle opportunité de garder une maison. Alors il y avait 50 hectares de forêt en Suède, c'est encore plus sauvage qu'en France. Et on a eu la chance de garder, c'était une énorme ferme. Et les personnes nous ont fait confiance, je leur ai expliqué comment je travaillais, etc. Ils nous ont dit, vous pouvez faire le stage ici. Donc les dernières personnes qui sont venues à nos stages sont venues en Suède, à dormir dans ce contexte magnifique, avec une petite rivière au bord du terrain. Et la vie nous l'a donné sur un plateau. Tu vois, et c'est ça aussi, c'est cette notion de faire confiance, t'ouvre les possibilités. Ça, tu le sais, t'en as fait l'expérience. Alors que quand on essaie de se limiter à notre sécurité, aux peurs qu'on peut avoir, à ce que pensent les autres,
on est dans un cadre qui est restrictif. Alors que le moment où tu t'ouvres et tu te dis ok, je lâche ça et je vois ce qui se passe, il y a des milliers de possibilités qui s'ouvrent et donc tout peut arriver et surtout tout peut arriver en lien avec ce que tu veux, ce que tu es réellement. Oui, le champ des possibles s'ouvre et s'aligne sur ce que tu es, donc c'est la perfection. L'abondance et la perfection. Ouais. Les décisions qu'on prend habituellement sont pas basées sur nous, sur ce qui nous correspond. Ouais. C'est ce que tu disais, c'est le regard des autres, c'est les peurs, c'est la sécurité. Et si on prend des décisions basées sur ça, ça va nous apporter que des choses qui sont en lien avec ça. Oui. Alors que si tu fais des décisions qui sont basées sur toi, sur ce que tu es, sur tes valeurs, sur ton fonctionnement personnel, eh ben ce sera en lien avec ça. C'est un peu, tu vois, cette notion de loi d'attraction ou de choses comme ça, mais de manière plus, je dirais presque plus profonde, dans le sens où on se reconnecte vraiment avec qui on est. Oui. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, ce qu'on est vraiment, unique, chacun. Et quels ont été, peut-être aujourd'hui, voilà, c'est fluide pour toi de vivre comme ça. Est-ce qu'à un moment, tu as dû aussi dépasser des peurs, oser ou bien voilà, être en contradiction avec des personnes pour arriver à cette vie qui te convient parfaitement? Bah, ça a commencé depuis très jeune parce que mes parents n'étaient pas du tout dans ce type de fonctionnement. Donc quand j'avais 16-17 ans, déjà, c'était une lutte entre guillemets. Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants, mais ils n'étaient pas d'accord avec mes décisions, avec ma façon de penser. Donc ils me le faisaient comprendre. Et ça a été pendant des années parce que ce soit avant d'arrêter l'école, que ce soit après en étant mannequin, que ce soit après en commençant à créer des sociétés. Pour eux, et tu vois, ils ont juste eu un travail dans toute leur vie, c'était assez simple, même s'ils ont changé de boulot, etc. Mais c'était complètement en dehors de leur fonctionnement. Donc il a fallu effectivement que j'arrive à m'imposer, entre guillemets, ou en tout cas à vraiment être centré et à pas être influencé par eux. Oui. Parce que ils voulaient mon bien, parce qu'ils ont aussi de l'expérience, parce qu'il y a des moments où tu te dis bah, peut-être qu'ils ont raison. Mais il y a une partie de toi, si tu t'écoutes vraiment, tu sens que bah non, c'est pas ça. Et au niveau des peurs ou des choses qui peuvent bloquer, bah effectivement, il y a des moments presque, je dirais presque quotidiens. Mais c'est ça aussi où, pour moi, la peur, elle est très positive. Pour beaucoup de personnes, je me rends compte que j'accompagne ou des coachs, et pour eux, leur peur, c'est un blocage. Mais pour moi, elle est très positive. Par exemple, j'aurais peur de ne pas être en lien avec mes valeurs. J'aurais peur de vivre une vie qui ne me correspond pas. Oui. Donc cette peur, en fait, c'est mon moteur, c'est ce qui me motive à faire les choses. Oui. Et à dépasser certaines choses, parce que j'ai peur de pas, tu vois, vivre et d'être en harmonie avec qui je suis. Ouais, du coup, c'est une peur qui t'alerte d'un danger qui serait de te désaxer de toi-même. Et dans ce cas-là, oui, c'est une peur positive à écouter, à prendre en compte. Et ça revient tous les jours, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai un enfant, j'ai aucune sécurité à aucun niveau. On voyage en sac à dos, on n'a pas de maison, on n'a pas de travail fixe. Mais je fais confiance à la vie, on organise un stage, il y a des gens qui vont venir. On fait des choses bien pour aider les autres, on va avoir une maison et on va être dans un environnement qui nous correspond. Sans essayer de forcer les choses, sans essayer de gagner de l'argent pour avoir cette sécurité, mais en faisant confiance que si on est en lien avec notre fonctionnement, avec qui on est, la vie va nous donner ce qu'on a besoin. Et elle le fait tout le temps. C'est ça qui est fou. C'est que si tu fais vraiment les choses de cette manière-là, sans te poser de questions et sans écouter le regard des autres, la société, ce qui devrait être fait, ou sans écouter ces peurs qui te bloquent à faire quelque chose, mais en fait, la vie, elle est fluide. C'est son mouvement naturel. Quand tu regardes les animaux, moi j'aime beaucoup regarder la nature, c'est pour ça que je vis dans la nature. Tu regardes dans la nature, la vie, elle leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont à manger, ils ont un toit, ils savent comment faire, et tu vois, ils n'ont pas de système financier, ils n'ont pas de compte en banque, tu vois. Mais si on s'adapte à vivre de cette manière-là, la vie, elle nous donne tout. Hier encore, tu vois, on est à Angers, on a été dans une ferme, un vieux monsieur qui ne peut pas ramasser ses pommes. On a ramassé 20 kilos de pommes. Parce qu'il nous a dit, moi je peux plus les ramasser, j'ai 81 ans, je peux plus ramasser ça. Donc hier, on a ramassé des pommes qui vont nous durer pendant des semaines de pouvoir consommer des pommes. Sans chercher, mais juste, on a été discuter, l'aspect social, de bienveillance, de discuter avec quelqu'un, et puis d'aider. Il est content qu'on lui ramasse ses pommes, et puis de lui en donner un peu, et hop, la vie elle te donne ce que tu as besoin. Alors que ça nous aurait coûté, je sais pas, quelques centaines d'euros d'acheter, tu vois, autant de... Et d'ailleurs, en venant sur les pommes, je crois que il y a
Qu'est-ce qui t'a amené à avoir une alimentation particulière aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu consommes? Quel est ton mode d'alimentation? Et pourquoi et comment tu en es venu là? Ok. Bon alors, avec le judo, quand j'étais sportif, il y avait déjà une partie de moi qui s'intéressait à l'alimentation, quelle est la meilleure alimentation pour le sport, pour être en bonne santé. Après ça, ce qui a vraiment fait la différence, c'est quand j'ai commencé la méditation. Il y a vraiment cette notion de compassion, qui est un des éléments les plus forts qui se développent en soi quand on médite, qui s'est développé tellement fort que je me suis rendu compte, j'ai eu une prise de conscience que quand on mangeait de la viande, quand on mangeait certains produits animaux, on créait de la souffrance chez l'animal. Et puis surtout, un des principes de base du bouddhisme et pour moi dans la vie, c'est de ne pas faire de mal, c'est la non-violence. Et donc, à partir du moment où on est violent avec un être vivant, pour moi, ça ne me parlait plus. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain à manger de la viande parce que je me suis rendu compte de ça, j'ai eu cette prise de conscience et ça allait plus avec mes valeurs. Et donc je me suis dit, voilà, je peux plus contribuer à la souffrance animale, au fait de tuer des animaux pour manger. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à étudier un petit peu plus la nutrition. J'ai eu la chance, très jeune, de parler anglais, donc j'ai pu découvrir des choses qu'on n'a pas accès en France, étudier avec des médecins à l'étranger, avec des personnes qui sont vraiment tournées dans ces domaines-là, et puis donc de me spécialiser un petit peu plus dans la nutrition. Et je me suis rendu compte en fait que, en plus du fait que c'est meilleur pour les animaux et pour l'environnement, le fait de manger comme ça, c'est bien meilleur pour notre corps. C'est qu'on n'a pas besoin, et au contraire, la viande, tous les produits animaux créent des problèmes au niveau du fonctionnement de notre corps. Donc il y a eu une espèce d'accumulation d'informations et de ressentis et d'expériences qui a fait que aujourd'hui je suis à 100% convaincu que c'est la meilleure alimentation de manger une alimentation à base de plantes, pour faire assez simple. Donc c'est des noix, des fruits, des légumes, des oléagineux, des légumineuses, etc. Donc on se dit souvent que c'est pas facile de manger comme ça, mais au final c'est plus simple, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, pendant presque 7-8 ans, mon petit déjeuner c'était tout le temps des bananes, parce que j'étais en Asie, en Amérique du Sud, etc. et que c'est accessible, c'est pas cher, c'est partout dans la rue, j'étais avec mon sac à dos, tu prends les bananes, tu manges tes bananes, tu continues ta route, tu vois. Et en fait ça te donne toute l'énergie, la vie, il y a encore de la vie dans les fruits et les légumes, qu'on n'a pas quand on mange certaines autres choses. Et des céréales, t'en manges ou... Très peu. Très peu, hein. Tu ressens pas ce besoin finalement, c'est fruits, légumes et oléagineux. Il y a de temps en temps, c'est quand... alors j'aime bien vivre dans les pays froids, hein, comme je parlais de la Suède, j'ai vécu en Finlande, au Canada, dans plein de pays pendant longtemps. Et il y a des fois où le corps demande un truc un peu plus lourd. Donc là, soit je me tournais vers beaucoup de haricots, des haricots rouges, des haricots blancs, des choses comme ça. Du quinoa, que j'ai mangé aussi pendant longtemps. Et puis de temps en temps, je me fais des flocons d'avoine, parce que c'est pratique et que ça cale bien. Mais je dirais que tu sens tout de suite, en tout cas je ressens tout de suite que la différence entre manger des fruits le matin et de manger un bol de flocons d'avoine. C'est-à-dire que tu te sens un peu plus lourd, effectivement c'est consistant, ça te nourrit, mais il y a moins cette vitalité, le corps a plus de difficultés à digérer, la digestion est plus lente, donc ça te prend de l'énergie. Donc j'ai les moments où ça m'arrive de le faire, très vite je me rends compte que c'est pas l'idéal, mais à certains moments c'est malgré tout très bien de manger ça aussi. Et concernant justement les fruits et les crudités, par contre, il y a beaucoup de personnes, alors est-ce que c'est parce qu'ils le mélangent avec de la céréale aussi, mais qui disent que les crudités ça passe mal, ça va pas pour beaucoup de personnes, ça crée une irritation, une inflammation. Est-ce que toi tu as une piste là-dessus de pourquoi ça peut mal passer alors que... Alors il y a plusieurs explications. Il y a déjà le fait que c'est rempli de fibres, donc il y a beaucoup plus de fibres dans les fruits et les légumes, donc les fibres c'est plus difficile à digérer. Donc il y a une partie de l'estomac ou du système digestif qui va mettre plus de temps, qui va être un peu ballonné, etc. Et surtout quand on commence avec ce type d'alimentation, les personnes qui ont ce type de problème, c'est souvent au début. Donc on a des bactéries dans le système intestinal qui digèrent les aliments. C'est comme ça qu'on digère en fait, c'est des bactéries qui sont dans l'intestin. Et donc quand on n'a pas mangé suffisamment de ce type de produit pendant des années, on n'a pas les bonnes bactéries. Donc au début où les personnes veulent changer et commencent ce type d'alimentation, souvent elles ont des ballonnements, c'est difficile à digérer, etc. parce qu'on n'a pas les bactéries suffisantes. Après à un moment donné, par exemple ma compagne qui a commencé à manger comme moi quand on s'est mis ensemble, et elle ne mangeait pas comme ça avant, elle avait un petit peu de mal à digérer les fruits, etc. Elle mangeait 2-3 bananes ou quelques pommes, et elle me disait moi je peux pas parce que là tu vois, et maintenant elle mange 6-7 bananes sans problème, tu vois, d'affilée, et tu les digères comme ça. D'accord, ouais, ok.
ton enfant, t'imagines qu'il aurait quelle vie? Est-ce que toi, tu as des attentes ou s'il rentrait dans un système très conventionnel, ça t'irait parfaitement? Alors, c'est sûr que ça m'irait pas, mais je dirais que je suis assez ouvert à le laisser faire les expériences qu'il a envie de faire. Je vais lui donner, moi, mon expérience et la vie que je pense être la plus saine. Maintenant, si à un certain âge, eh bien, il est capable de réfléchir, de voir ce que je lui ai apporté, de voir que la société peut lui apporter autre chose, et je pense honnêtement qu'il de toute façon voudra tester une vie peut-être un peu plus classique ou traditionnelle. Tant qu'il a eu les bases, moi ce qui est important pour moi, c'est de lui transmettre en tant que papa eh bien, ce que j'ai compris, mes valeurs, et puis après, il fera ce qu'il a à faire avec. Donc je suis pas fermé à ce qu'il ait envie de vivre une vie un peu plus classique, si on peut appeler ça comme ça. Au contraire, c'est peut-être même à un moment donné quelque chose de nécessaire pour lui d'en faire l'expérience, pour pouvoir, comme moi j'ai eu la chance, eh bien, avec les milieux du mannequinat, etc., de faire des expériences. Ça veut pas dire que, eh ben, on va tomber là-dedans et puis penser que c'est la meilleure chose. Et puis si pour lui c'est la meilleure chose, ce sera la meilleure chose pour lui. Oui, c'est ça. Ouais. Chacun trouve son bonheur de façon unique aussi. On peut pas contrôler les gens, c'est un truc qui est assez important aussi, c'est dans les couples par exemple, comme je te disais, je travaille beaucoup avec les couples, il y a un peu une attente que l'autre fasse ou soit comme on a envie qu'il soit. Et c'est là où tu parlais d'unicité, on est unique et on a tous un fonctionnement différent. Et pour moi, l'amour, que ce soit pour mon enfant ou pour ma partenaire, c'est un amour qui est inconditionnel. Si ça doit rentrer dans des cases, si j'aime mon enfant que parce qu'il fait ce que moi je pense être la meilleure chose, si ma compagne, je l'aime que parce qu'elle se comporte d'une certaine manière ou qu'elle fait les choses comme moi j'aimerais qu'elle les fasse, on est dans un truc de conflit. L'amour inconditionnel, c'est tu es comme tu es, tu fais les choses comme elles sont justes pour toi, et je t'aime parce que je t'aime, et pas parce qu'il y a des conditions que tu dois, tu vois, communiquer d'une certaine manière ou dire ça ou ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'améliorer et qu'on peut pas travailler sur tout ça. Mais l'amour en lui-même n'est pas dépendant de conditions. C'est un peu comme la notion de bonheur qu'on parlait tout à l'heure. Le bonheur, il est inconditionnel s'il ne dépend pas de conditions. On peut trouver un bonheur, et c'est là la beauté du chemin spirituel, c'est que c'est un bonheur qui n'est pas dépendant de conditions. C'est pas parce que je vais avoir de l'argent, c'est pas parce que j'ai une maison. Et comme tu le disais avec des réfugiés ou quand ils vivent dans leur pays, ils n'ont pas d'argent, ils ont des situations qu'on pourrait considérer comme précaires. Par contre, ils ont d'autres choses qui les nourrissent. Et ils n'ont pas besoin de ça. Alors que nous, dans notre société, on pense qu'on a besoin d'une certaine sécurité pour être heureux. Mais tu n'es jamais heureux si tu attends de conditions pour que ça t'apporte ça. Oui. Alors, pour en revenir sur le couple, si ce que ta compagne, par exemple, est ou fait ne correspond pas à tes valeurs, tu peux l'aimer, mais dire que c'est terminé. Tu peux pas, voilà, c'est ça. Tout la différence, c'est... Exactement. Ça change pas l'amour. Oui. Par contre, si ça te correspond pas, eh bien, effectivement, c'est mieux d'arrêter. Oui. Après, il y a tout un travail qui peut être fait pour voir comment est-ce que ça peut s'équilibrer. Mais il y a des personnes qui ont effectivement des valeurs différentes, des fonctionnements différents, des objectifs de vie différents. Et c'est important de comprendre que c'est pas en essayant de changer l'autre pour qu'il aille dans notre direction que ça va fonctionner. Donc l'amour est le même, mais si on se rend compte eh bien, que ça peut pas fonctionner, ça peut pas fonctionner. Mais c'est deux choses séparées. Oui. Ça change pas l'amour que j'ai pour la personne si elle correspond pas à mon fonctionnement. Oui. C'est là que, effectivement, c'est pas d'essayer de contrôler ou de changer, mais de pouvoir communiquer sur les aspirations, les besoins, les valeurs de chacun, voir si c'est encore compatible ou pas. On va dire que l'amour n'est pas suffisant à faire une relation stable et dans la durée ou pas, parce qu'effectivement l'impermanence est là, mais l'amour ne suffit pas. Il y a vraiment besoin d'avoir des valeurs communes, des besoins, que chacun puisse être nourri dans ses besoins. Donc finalement c'est une combinaison, il n'y en a pas plein des combinaisons pour trouver la bonne personne. Tout à fait. C'est une des erreurs entre guillemets que beaucoup de couples font, c'est qu'au début de la relation, on ne parle pas de ce genre de choses. On ne parle pas de nos besoins, on ne parle pas de nos attentes, on ne parle pas de ce que l'on est réellement. Souvent on porte un masque et on agit en se disant que l'autre attend qu'on se comporte d'une certaine manière. Et on ne parle pas de nos limites, de ce qui ne nous convient pas aussi. Et en fait, dans les couples, vraiment ces éléments-là, si même les personnes n'en ont pas parlé au démarrage, on peut en parler après quand on fait un travail thérapeutique avec des couples. Et c'est de se recentrer sur ça, de ses valeurs, ses besoins, ses limites, et de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça.
Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu qui nous correspond en restant dans notre unicité, mais en trouvant un juste milieu, en se rapprochant l'un et l'autre avec ce qu'on a besoin, nos limites, etc. Ou est-ce que, bah non, on voit qu'en final, ça ne correspond pas. Et si ce travail était fait au début de la relation, ça éviterait beaucoup de problèmes. Oui. Et c'est ça aussi où je vois dans mon entourage ou les personnes avec qui je travaille, les couples se mettent très rapidement ensemble, sans avoir fait un travail personnel suffisamment important, et même font des enfants sans avoir une clarté d'esprit sur quelle est la vision de vie de l'autre. Et ça peut pas fonctionner si on n'a pas cette même vision, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur le style de vie, que ce soit sur les valeurs ou les besoins qu'on peut avoir. Et donc, s'il y a une chose qui est très importante pour les personnes qui sont pas en couple ou celles qui sont en couple, faites ce travail de comprendre réellement ce que vous avez besoin, vos attentes, vos limites, voyez avec l'autre quelles sont les siennes, et voyez comment vous pouvez vous adapter avec ça. Il y a un outil que j'utilise beaucoup qui est la communication non violente, qui recoupe un petit peu ça, et c'est j'ai certains besoins, et comment est-ce que l'autre peut les combler. Il y a des stratégies pour que l'autre puisse combler ses besoins. Mais il faut voir si ces stratégies nous correspondent aux uns et aux autres. C'est vrai qu'au début, on peut avoir tendance à se laisser emporter un peu par l'amour, la passion. On n'a pas forcément envie de mettre carte sur table d'emblée. On se dit « Oh, ça va le faire !» Et en fait, effectivement, ce serait capital d'emblée oser se montrer authentique. C'est vrai que ça vient peut-être avec l'âge, où on fait moins de compromis, enfin des compromis qui ne nous correspondent pas vraiment. Et on peut peut-être d'emblée plus, faut déjà se connaître effectivement, donc pouvoir d'emblée dire je suis comme ça, mes limites elles sont là, ça je peux pas, mes besoins, ça c'est indispensable pour moi. Et puis avoir le courage de poser ça et de se dire peut-être que ça va pas coller, mais au moins on s'évite des problèmes à venir, quoi. Des années de souffrance, perte de temps. Du temps. Ouais. C'est vraiment une des choses essentielles que je me suis rendu compte avec ce travail de thérapeute. C'est ces choses-là que déjà personnellement on fait pas le travail parce qu'on n'a pas eu l'occasion. C'est pas une critique, c'est parce que on n'a pas les outils, on sait pas comment faire, on n'a pas eu la chance d'avoir des gens autour de nous qui nous disent ou des livres qui nous ont orientés vers ça. Donc il y a déjà ce travail-là n'est pas fait personnellement et donc encore moins quand on arrive dans un couple qu'on sait que c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut que je communique à l'autre. On est loin de... Et pourtant c'est ça qui fait qu'une relation est harmonieuse et équilibrée. Oui, c'est finalement, c'est pas un mystère. Ces relations qui ne marchent pas, c'est pas du pas de chance, c'est simplement que en ne posant pas le cadre de ce qui va nous convenir, il y a très peu de chances que par hasard ça tombe bien, quoi. Exactement. Cette notion d'être authentique permet vraiment dans notre vie de tous les jours de vivre une vie qui est déjà beaucoup plus harmonieuse. Même à notre travail, je vois beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur travail, mais une des choses avec lesquelles ils sont malheureux, c'est qu'ils ne peuvent pas justement être authentiques. Ils me disent je ne suis pas moi quand je suis au travail, je ne peux pas dire certaines choses, il y a des choses qui ne me correspondent pas. Mais si on se disait, ok, je ne me laisse pas le choix, pour revenir à un truc, ok, je ne me laisse pas le choix, je vis ma vie en étant complètement authentique à partir d'aujourd'hui. Je dis les choses comme elles sont, je ressens les choses et je les exprime comme ça, et j'exprime mes besoins et mes attentes aussi comme elles sont. Et là, déjà notre vie elle va changer énormément en quelques jours si on fait ça. Avec nos proches, dans notre travail, avec les gens qu'on croise dans notre vie. Et est-ce que tu penses que si chacun de nous, pour la question du travail, allait vraiment sur une sorte de travail correspondant à ses valeurs, un travail qui nous nourrisse, est-ce qu'il y a réellement du travail qui peut nourrir tout le monde, ou est-ce qu'il y a quand même des métiers qui nourrissent pas les gens? C'est une bonne question, je sais pas parce qu'il faudrait peut-être explorer tous les métiers pour répondre précisément. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et qui sont recentrées avec leur fonctionnement, leurs valeurs et qui ont un travail aujourd'hui qui leur correspond, elles sont heureuses. Et je pense que la société, c'est ce qu'elle manque aussi, c'est des personnes qui sont réellement impliquées dans ce qu'elles font parce que ça leur correspond, c'est qui elles sont. Encore plus dans des métiers comme l'entraide, comme là, moi je suis dans ces métiers de thérapeute, donc les gens avec que je forme, c'est des gens qui deviennent thérapeutes et coachs. Tu peux pas faire ce type de métier si ça te correspond pas. Si t'es pas quelqu'un qui est ouvert, qui a de l'empathie, qui a envie d'aider l'autre, qui a envie d'accompagner, qui écoute, ça peut pas fonctionner. Faut que ce soit aussi en lien avec notre fonctionnement personnel. Maintenant, est-ce qu'il y a des métiers, effectivement, je pense qu'on peut aussi trouver
J'ai lu un livre d'un monsieur qui est absolument extraordinaire, qui a vécu dans les camps de concentration, Viktor Frankl, je ne sais pas si tu connais le nom. Bon. C'est vraiment une histoire magnifique et triste en même temps. Et il raconte son parcours. Il était psychologue et il a été mis dans les camps de concentration. Et il explique qu'il s'en est sorti principalement parce qu'il a mis du sens à sa vie dans les camps de concentration. Et l'une des choses qui s'est dit, c'est que son objectif, s'il sortait du camp de concentration, c'est de parler de ce qui s'est passé, d'écrire un livre, etc. Et de montrer aux gens que s'ils ont à l'intérieur d'eux un sens dans ce qu'ils font, ils peuvent faire face à n'importe quoi. Et il disait justement, et je pense que ça peut être pour faire le point sur cette notion de prendre une décision, il disait que quelles que soient les circonstances dans notre vie, on a toujours le choix de notre attitude face à ces circonstances. Et même dans une situation, il a eu sa femme qui a été tuée évidemment, ses parents, il est resté avec eux parce que c'est ce qu'il voulait. Il a vécu, alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des choses qui sont... Je pense qu'il n'y a personne d'entre nous dans notre société qui vivra ça ou qui vit ça aujourd'hui, d'être dans ce type de situation. Et malgré tout, il disait tous les jours, j'avais le choix de me laisser mourir ou de continuer. J'avais le choix de donner du sens à ce qui m'arrivait ou pas. Et donc, quand une personne dans ce type de situation nous dit ça, ça relativise vachement nous dans notre vie de tous les jours avec les petites problématiques qu'on peut avoir de se dire non, mais j'ai pas le choix, ou, tu vois. Ouais, c'est vraiment remettre sur le choix parce que des fois, il y a oh, faut relativiser, je suis pas si malheureuse, il y a pire, mais ça, c'est une sorte de déni pour se conforter dans notre non-choix, le choix qui ne nous correspond pas. Et c'est aussi utilisé des fois dans ce sens-là, mais utiliser ça dans le sens, j'ai le choix de donner du sens à chaque seconde que je vis. Mais il faut peut-être changer de métier, de mari, de vie. Voilà, ça c'est... C'est là où c'est difficile. C'est là où tu disais tout à l'heure, il y a besoin de courage pour faire ça. Parce qu'il y a des conséquences à nos choix. Les conséquences vont être très positives par rapport à nous, comment on se sent. Par contre, effectivement, dans l'extérieur, ça va changer beaucoup de choses. On va s'éloigner de certaines personnes. On va pas avoir peut-être la sécurité qu'on a besoin. On va peut-être vivre ailleurs. Mais ce sera en lien avec nos valeurs, avec nos fonctionnements. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous partager? T'as beaucoup voyagé, c'est ça? En sac à dos, en Amérique du Sud, Canada? J'avais un rêve quand j'étais plus jeune, et c'est vraiment depuis très très jeune, de voyager autour du monde. Et j'avais quelques visions, entre guillemets, je me voyais dans certains endroits. Il y avait escalader les montagnes, l'Himalaya. Je me voyais avec mon sac à dos, escalader l'Himalaya. Je me voyais avec un maître spirituel en Asie. Et je me voyais me reconnecter avec les chamans en Amérique du Sud. Et donc c'est vraiment ce qui a fait que j'avais pas le choix, vraiment intérieurement, que de partir avec mon sac à dos. Donc toute ma vie, même dans la période où j'étais chef d'entreprise, etc., je savais que c'était temporaire parce que j'allais faire ça. Il y avait vraiment un appel intérieur. Et puis le plus j'ai été dans ces pratiques de méditation spirituelle, à commencer à faire des retraites en France, etc., le plus l'appel de ça m'attirait encore plus. Donc du jour au lendemain, pratiquement, j'ai pris la décision, j'ai tout quitté, j'ai fermé mes sociétés, je suis parti avec des dettes, j'avais 15 000 € de dettes. J'ai pris mon sac et je suis parti en Inde chercher cet aspect spirituel. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer un yogi avec qui je suis resté pendant des semaines dans les montagnes en Inde. J'ai escaladé l'Everest, les Annapurna jusqu'au camp de base. J'ai été au Sri Lanka où j'ai vécu 4 mois dans un monastère bouddhiste où j'ai rencontré un maître de méditation et donc j'ai passé des heures et des heures en silence et en méditation. Et puis après je suis parti en Amérique du Sud où j'ai vécu avec des chamans également, donc ça c'est pour la partie spirituelle. Et puis la partie voyage où j'ai traversé l'Asie de fond en comble, l'Amérique du Sud pendant 2 ans et demi à pied, à faire tous les pays, à vivre dans ces pays-là. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, la Chine. Ah ouais, et t'avais de l'argent? Comment tu vivais à ce moment-là? T'avais de l'argent de côté ou... Alors comme je te disais, quand je suis parti avec une dette. Oui, donc... Donc c'était assez intéressant. Et alors c'est une petite histoire rigolote de synchronicité, c'est que ça faisait 7 ans que j'étais en procès avec une société quand j'étais mannequin. Le procès traînait et ça pouvait n'aboutir à rien. Et quand je suis parti, 1 mois après, j'ai reçu un appel disant que le procès était terminé. Et j'ai gagné 14 500 €. Ah ouais. Ouais. Tu vois comme la vie elle est rigolote, c'est que ça a duré 7 ans. Et 1 mois après que j'ai pris cette décision,
ça s'est arrêté et ça a remboursé ma dette du jour au lendemain. Ouais. Mais ça aurait pu être rien, ça aurait pu être 1000 euros, comme, tu vois. Ouais. Et la vie, elle a dit, ok, t'as pris ta décision, t'as été vers ce quoi t'es fait, hop, on te donne ce que t'as besoin. Et tout le voyage a été comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, la vie, elle me l'a donné sur un plateau. Que ce soit à manger, que ce soit un travail, que ce soit d'aider les gens. Il y a des moments où j'ai aidé certaines personnes et puis elles m'ont financé une partie du travail. Et au fur et à mesure, eh bien, que j'ai commencé aussi à développer un peu plus cette partie de thérapie, de coaching en voyageant, eh bien, j'avais des opportunités qui se créaient, des stages qui se sont organisés, des choses comme ça. Et au final, la vie, chaque jour, elle me donne ce que j'ai besoin sans que j'ai besoin de forcer quoi que ce soit. Ouais. Et c'était vraiment magnifique. Et je peux t'en citer des dizaines de trucs comme ça. J'ai passé mon diplôme de plongée à un moment donné parce que c'est ce qui me tentait quand j'étais en Colombie. Et 2 semaines après, on m'a demandé, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un plongeur, on m'a demandé de faire un travail de plongeur. Tu vois, alors que j'en ai jamais entendu parler avant, j'en ai jamais entendu parler après, mais ça s'est fait 2 semaines après. Ouais. Tu vois, et... tout s'aligne quand tu fais ce qui te plaît, que tu suis ta joie, ce qui te parle, la vie s'aligne. Et, ce que tu aurais voulu peut-être chercher en forçant, tu l'aurais jamais eu. Et... Exactement. J'étais à un moment donné en Australie avec une fille avec qui on a voyagé pendant un temps. Et elle voulait vraiment travailler. Moi, je n'avais pas cette notion de travailler. Elle me dit, la vie, elle nous donne ce qu'on a besoin. Mais elle voulait chercher le travail. Donc, elle a déposé des CV ici et là. Tu vois, elle a mis le permis pour pouvoir travailler en Australie. Tout un tas de choses. Et puis, au final, elle ne trouvait pas. Donc, on était posé dans une ville, elle ne trouvait pas. Je dis, bah, viens, on va se balader, on va aller au bord de la mer. Donc, on prend la voiture, on va se balader. Sur le chemin, on s'arrête et elle buvait du café. Donc, on s'arrête dans un café. Le mec, il lui demande ce qu'elle veut. Elle dit, bah, je veux un café. Elle dit, vous? Moi, je dis, je veux un travail. Elle dit, viens, on va se poser, on va discuter. Et puis, on a travaillé pendant 2 mois dans cet endroit. Tu vois? Ouais. Et c'est tout le temps comme ça. Ouais, simple en fait. C'est super simple. Il n'y a pas besoin de compliquer, de forcer les choses. Alors des fois, on dit il faut mettre toutes les actions en place quand même, faire les démarches, pour qu'ensuite on lâche prise après avoir fait tout. Mais des fois, non en fait. Il n'y a même pas besoin de faire et ensuite de lâcher prise. Des fois, il y a juste à vivre et aller vers ses élans et ça vient tout seul. C'est un juste milieu à trouver. On vit dans une société qui est quand même très structurée, très cadrée. Donc il y a des choses effectivement qui sont nécessaires d'être faites. Mais c'est de les faire un peu dans ce flow, dans ce ressenti. Ok, là c'est juste de faire ça. Mais effectivement, c'est un juste milieu qui est toujours en mouvement. Tu vois, on parlait de ce mouvement constant. C'est un peu ce yin et ce yang. Il y a des moments où on a besoin d'être dans l'intériorité, de se recentrer, de vraiment voir ce qui est juste pour nous. Il y a des moments où on va le mettre en place. Et il y a besoin aussi, comme tu disais, des actions. C'est l'action quand, par exemple, l'exemple du café, c'est j'ai dit, on cherche du travail. Tu vois? Donc il y a un juste milieu. À un moment donné, quelle est l'action appropriée? Quelle est la parole appropriée? Et quand tu es centré, et je pense que pour moi, la méditation est vraiment cette clé, c'est que ça te permet d'être centré. Et d'ailleurs, il y a sur le chemin qui mène à la libération, différentes étapes, et certaines de ces étapes, c'est d'avoir la parole juste et l'action juste. Et le plus tu es centré en toi, le plus tu sens que tu es dans cet équilibre, le plus l'action juste se fait d'elle-même. C'est un peu dans le Tao, c'est un peu ça. Ils appellent ça Wu Wei. Oui, tu le connais? Non-agir. L'agir dans le non-agir. C'est vraiment un truc où ça se fait, mais ça se fait tout seul, mais en même temps, c'est toi qui fais l'action. Mais et ça, c'est un truc qui s'apprend sur une vie. Mais d'être dans cette dynamique, c'est vraiment comme ça que l'univers fonctionne. Tu vois, un animal, comme je disais tout à l'heure, un écureuil, il réfléchit pas que c'est l'hiver qu'il doit aller emmagasiner des noisettes, mais il le fait. Tu vois, il n'y a pas hop, il va chercher des trucs, il emmagasine. Et c'est un peu ça qu'on a perdu, d'être déconnecté avec la nature, c'est d'être dans ce flow de choses. Tu vois, comme quand on s'est contacté, le hasard a fait que ça fait des mois qu'on s'est contacté, on s'est recontacté il y a quelques semaines, et tu me dis, je suis à Angers, et je venais à Angers 2 semaines après. Tu vois, on n'a pas cherché à forcer, malgré tout, on s'est contacté, on a discuté, on s'est envoyé des messages. Mais, naturellement, la chose s'est faite, comme ça. C'est dingue, Alors, tu disais le agir dans le non-agir, ça s'apprend, mais je dirais qu'en même temps, ça s'apprend pas, parce que si on le veut, on bloque, la volonté va bloquer. C'est peut-être plus à l'expérimenter des fois par hasard qu'on se dit ah oui, d'accord, j'étais juste sereine, j'étais juste dans mon élan, j'ai agi, mais sans du tout d'en vouloir agir, d'en vouloir quelque chose, d'en forcer quelque chose. Et là, c'est là que tout vient.
Donc, ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est toujours une notion de juste milieu. Il y a par exemple dans le Tao, les maîtres qui enseignent leurs élèves de se battre à l'épée, ça c'est la tradition japonaise à l'époque, leur apprennent à être prêts à recevoir un coup, mais sans être prêts physiquement. C'est-à-dire que si, je prends l'exemple, tu as une épée, et que tu sais que quelqu'un va te frapper et que tu vas devoir te défendre, tu vas être dans cet état de stress et de concentration et de tension pour répondre. Oui. Et ce que les maîtres leur apprennent, c'est, tu sais que ça va arriver, mais tu es dans un état complet de relaxation et de détente, et tu vas pouvoir réagir instantanément parce que tu es dans cet état de détente et de relaxation, et que tu n'es pas dans un stress à attendre d'où est-ce que ça vient. Ouais. Si ton attention, elle est en train d'essayer de savoir d'où les choses viennent, et qu'en fait, elle n'est pas centrée, si elle est là et que la chose vient de là, tu perds le mouvement de là à là. Ouais. Alors que si tu es centré, instantanément, ça vient d'ici. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est un entraînement, c'est dans notre vie de tous les jours, comment est-ce qu'on applique ça, d'en être conscient, de voir à quel moment on peut l'appliquer, et en même temps de le laisser faire dans notre vie, d'en faire l'expérience, comme tu disais, où tu sais, ah oui, là j'ai fait ça a fonctionné, je me suis senti, la vie a été dans ce flow. Et toujours. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on est dans ce constant flow, dans ce mouvement constant. Ouais. Là, c'est déjà, on va dire, c'est pas les bases de ce qu'on est en train d'évoquer. C'est peut-être déjà un peu très subtil et inconcret pour certaines personnes. Et en même temps, c'est ce qui fonctionne peut-être le mieux. Et quels sont pour toi les outils qui peuvent se rapprocher de ça, mais pour des personnes qui n'ont aucune notion pour l'instant? Quelles sont les petites choses de base à mettre au quotidien? Alors la méditation, pour toi, c'est quoi méditer? Parce qu'on dit on peut méditer en marchant, on peut méditer en posture. Pour toi, quelle est, voilà, dans le quotidien, les petites choses qui sont accessibles à tout le monde? C'est génial que tu dis ça et que tu me permettes de revenir à des choses un peu plus concrètes. L'un des outils que j'ai découvert en méditation, qui pour moi a été le plus concret pour l'amener dans notre vie de tous les jours, c'est de noter mentalement tout ce qui se passe. Par exemple, là tout de suite, tu peux être consciente de la sensation de ton dos sur le canapé. Et tu es en méditation, tu es dans l'instant présent, tu es dans la réalité de l'instant, c'est la sensation de ton corps sur le canapé. Tu peux être consciente de ce que tu entends quand tu entends ma voix. Il y a une conscience, ton attention va vers ça, et tu es en méditation, ton attention complète est dans l'écoute de ce qui se passe. Donc dans notre vie de tous les jours, pour développer ça, pour être dans cet état qu'on appelle l'instant présent, et donc qui nous permet d'être dans ce flow aussi, eh bien, c'est de revenir à chaque petite chose que l'on fait. Quand on est en train de marcher, on est conscient qu'on est en train de marcher. Quand je suis en train de parler, je peux être conscient que je suis en train de parler. Quand j'ai une sensation corporelle, je peux être conscient que j'ai cette sensation. Quand j'inspire, je peux être conscient que j'inspire. Et quand tu fais ça, eh bien, ça te permet d'être dans ce flow. Pourquoi? Parce que, par exemple, si tu es conscient d'une sensation physique et une espèce de tension, tu vas pouvoir la relâcher consciemment. Et donc de ne plus être dans un sentiment de frustration, de tension, de peur ou autre, mais de laisser les choses se faire. Tu te reconnectes avec ta nature véritable, avec l'instant. Et donc, cette notion de méditation, c'est pas tant, même si c'est important de s'asseoir et d'aller voir ce qui se passe dans notre esprit, mais c'est de nous entraîner à développer notre conscience de chaque instant, de chaque moment. Et on peut le faire, il y a toujours quelque chose. On a 5 sens. Donc on pourrait le faire, aller sur nos 5 sens et voir qu'est-ce qui se passe pour ces 5 sens. Et on a le 6e sens qui est l'esprit, où on pense à certaines choses, on a des images qui viennent dans notre esprit, on a un dialogue interne. Et donc on peut être conscient à chaque instant de toutes ces choses-là. Et donc, quand on fait ça, eh bien, il n'y a plus l'influence négative, entre guillemets, de notre esprit qui a tendance à aller dans le passé ou dans le futur, où il n'y a pas de réalité. C'est pour ça qu'on dit d'être dans l'instant, c'est parce que c'est plus la réalité. Par contre, ce qu'est la réalité, c'est ce qui se passe maintenant. Et donc, quand tu es conscient de tout ce qui se passe, tu vois clairement qu'il y a une pensée, tu n'y réagis pas, mais tu peux répondre à cette pensée. Tu vois que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent, je sais pas, il y a des moments, des jours, je me sens triste, je me sens déprimé. Une des raisons qui fait qu'on est dans certains états émotionnels, c'est parce qu'on a un discours interne, qu'on porte notre attention sur certaines choses, donc des images, des pensées par rapport à une situation, soit dans le futur qui nous stresse, qui crée de la peur, soit dans le passé qui nous a rendu triste ou qui est autre. Et donc, il y a une réaction physique. Le corps se ferme, etc. Si je te dis, si je suis comme ça, est-ce que je me sens triste ou déprimé, ou est-ce que je me sens triste et déprimé quand je me mets comme ça?
Donc quand on a conscience que notre posture est dans une certaine position, ah tiens, tu vois, j'ai conscience de mes sensations grâce à la méditation, je me sens, hop, là je me rouvre. Instantanément, ça change ton état émotionnel. Tiens, j'ai conscience que là je suis en train de me rappeler de ce truc qui me rend triste et que c'est en train de constamment tourner. Ah, ok, je reviens à l'instant présent. Et donc quand on fait ça, notre état émotionnel est toujours dans cet état de sérénité. Ouais. Et ça, on peut tous le faire, on n'a pas besoin d'avoir fait des années de méditation. Instantanément, je te dis, prends conscience du contact de tes mains. Instantanément, tu es consciente du contact de tes mains. Et tu es en méditation, tu es dans l'instant présent. Oui, c'est... Alors, tu as dit on porte notre attention sur nos pensées. Je dirais on porte notre attention, mais on n'a pas conscience qu'on porte notre attention, donc on se laisse embarquer. Donc c'est souvent les personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de penser, qu'ils sont en train de suivre des scénarios pas cool du tout. Donc c'est effectivement notre attention, elle est là, alors qu'elle pourrait être sur des choses de l'instant. Et c'est vraiment faire ce retour de je suis en train d'avoir mon attention posée sur ces pensées, mais je ne m'en rends pas compte, donc remettre la conscience sur qu'est-ce que je suis en train de suivre comme pensée et faire comme scénario. Et en même temps, pour en revenir avec tout ce que tu as dit, qui était passionnant, être dans le futur, non, mais par exemple, des fois, des visions comme tu avais eues en te voyant avec un sage, grimper les montagnes, tu étais dans le futur, dans une projection, mais ça, c'est bon aussi des fois. Alors, comment différencier des pensées qui sont pas bonnes pour nous que des pensées comme des visions comme ça qui sont porteuses. Qui peuvent être intéressantes. C'est là où justement l'action juste est... Tu vas savoir quelle est la chose appropriée. Quand tu es consciente, c'est pour ça que je disais, on n'est plus en réaction, mais on est en réponse. Si, à cet instant précis, c'est quelque chose de juste pour toi de penser au futur, parce que tu dois planifier quelque chose, parce que tu es en train d'imaginer qu'est-ce qui serait en lien avec tes valeurs, c'est juste d'être dans cette pensée. Mais tu es observatrice et tu es consciente que tu es en train de le faire, et tu es consciente que tu choisis de le faire. Donc c'est là où la différence se fait, c'est que si tu es consciente que tu es en train de te projeter mais que ça crée de la peur et que c'est pas utile pour toi et que c'est pas un moment où tu as envie de ça, tu es en train de parler avec quelqu'un, ou tu vois, donc là à ce moment-là tu choisis, hop, je laisse ça et je reviens. Par contre si c'est un moment où ça peut être bénéfique et intéressant et que effectivement tu peux y rester. Dans la méditation on a souvent cette notion de il y a des choses qui sont bien ou qui sont mal, alors que c'est plus simplement voir les choses telles qu'elles sont. La réalité, elle est telle qu'elle est. Je suis en train de penser et je suis stressé. Dans un moment, je suis dans l'instant présent. J'ai une tension dans mon corps. Je suis en train de penser au passé, je suis en train de penser au futur. Je regarde simplement les choses telles qu'elles sont. Et il y a quelque chose qui s'établit et qui apporte cette sérénité dont je parlais tout à l'heure, ce bonheur un peu plus profond, c'est la notion d'équanimité. On devient équanime par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'est plus en réaction, on n'est plus attaché à c'est bien, c'est mal, je veux que ce soit comme ça ou j'aime pas que ce soit comme ça. D'accord ? Mais on est ok, c'est comme ça. Et j'arrête de me battre avec. Ça veut pas dire que je fais rien, je peux répondre. Mais à l'instant T, je suis pas dans cet attachement à vouloir que ce soit différent. Aujourd'hui, c'est comme ça, il pleut. Combien de fois on se bat avec j'aimerais qu'il pleuve pas. Et de la même chose avec nos pensées. Ok, là aujourd'hui, c'est comme ça, c'est là où j'en suis. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Je prends un poncho et je vais dehors, où je reste toute la journée assis. Je réponds à la pensée ou à la situation. Oui, sans résistance, quoi. Sans réagir, quand tu dis réagir, c'est résister à ou nier des fois, parce que c'est un autre problème. On peut avoir des pensées, vraiment quelque chose qui va pas dans notre vie. Par exemple, notre travail, ça nous pollue. On y pense le dimanche soir qu'on doit y retourner. Mais on se dit, oh, il faut pas que j'y pense. Alors ça, c'est pas non plus... c'est pas non plus... ça, c'est aussi réagir dans le sens, c'est avoir une réaction de résistance ou de déni, ce qui n'est pas non plus la bonne solution. Tout à fait. C'est aussi pouvoir dire, ah oui, là, je vois que ça me torture d'imaginer ma semaine, ça ne va pas. Il faudra certainement que je regarde ça de plus près et que j'envisage d'autres solutions. Exactement, c'est un très très bon point, c'est ça. C'est tu réponds à ce qui se passe, tu l'observes, tu vois consciemment, c'est pour ça qu'au début on parlait, c'est la conscience pour moi qui fait vraiment le lien. Je suis conscient qu'il y a ça dans mon esprit, je suis conscient que ça me convient pas, mais je suis pas, j'en veux pas, j'aime pas, je veux que ça change tout de suite. Mais ça veut pas dire qu'on va pas agir avec. C'est ça, c'est ça, parce que des fois les personnes
peuvent entendre certaines notions comme lâcher prise ou ne pas forcer avec se complaire dans une situation qui ne va pas. Hein. Donc à chaque fois, c'est subtil, les mots, les notions, les concepts pour pas les interpréter de travers et effectivement pouvoir ne pas nier les choses, les problèmes, c'est très important aussi. Ça veut pas, effectivement, des fois il faut agir, il faut pas lâcher prise, il faut effectivement être dans l'action, dans le changement, dans prendre les directions qui nous vont bien. Donc c'est comme tu disais, hein, c'est toujours une question de moment, le juste équilibre au juste moment. C'est cette conscience qui va nous permettre de faire ça de façon juste, de façon appropriée. Oui. Il y a vraiment ces mots-là qui sont utilisés sur ce chemin dont je parle. C'est vraiment l'action juste, la parole juste, la pensée juste par rapport à une situation, l'intention qu'on a par rapport à ça. Et on peut avoir cette pensée, cette action, cette intention juste que quand on voit les choses clairement d'une place d'observateur. Et c'est là où on revient sur le travail de thérapeute, c'est que le thérapeute permet ça. Permet d'être le miroir qui est neutre et qui reflète ce qui se passe et qui permet à la personne de voir les choses consciemment. D'être ce miroir qui reflète les choses. Et la méditation, c'est pour ça que je dis que ça peut être suffisant, parce que ça nous permet ça nous permet de se positionner, non plus c'est ma pensée, c'est mon émotion, etc. C'est ok, il y a une pensée particulière, qu'est-ce que j'en fais? De la place de l'observateur et non pas de la place de la personne qui réagit et qui s'identifie à ça. Donc hop, on prend du recul. C'est ce qui nous permet dans notre vie de voir les choses clairement. Je prends du recul avec ce qui se passe. Pour ça, quand on part en vacances, où j'ai besoin d'une pause, ou d'aller marcher dans la nature, j'ai besoin de prendre du recul. On le fait de manière symbolique, différemment. La méditation, c'est je prends du recul sur cette pensée, cette situation, cette émotion, et je la regarde clairement. Ok, maintenant je peux prendre l'action juste qui est appropriée par rapport à cette situation. Ouais, c'est inspirant. Hein. Et pour changer de sujet, mais un sujet qui va aussi apporter à beaucoup de gens, quelle est ton idée de la place de l'homme, de la femme, du yin, du yang? Donc toi, tu es un homme. Comment tu incarnes des qualités plus féminines? Parce que évidemment, on voit que tu as des qualités d'empathie, de douceur, avec aussi cette force, cette action. Est-ce que tu as fait un chemin particulier? Est-ce que c'était déjà équilibré en toi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, j'ai fait un gros travail là-dessus, parce que j'étais pas du tout comme ça quand j'étais plus jeune. J'étais très rude et intense à plein de niveaux, personnellement, et puis dans mes relations aussi. Et je me suis rendu compte, justement, de la souffrance que ça pouvait créer chez moi et chez l'autre. Et je pense que c'est la méditation principalement, encore une fois, qui m'a permis d'amener ça, parce que il y a eu ces prises de conscience que ce côté trop intense était négatif pour moi, était négatif pour l'autre. Et donc, à travers l'empathie, la compassion qui se développe avec la méditation, avec ces prises de conscience, naturellement, ça s'est changé. C'est là où, quand tu parlais de lâcher prise, le lâcher prise, c'est un verbe, et pourtant, c'est pas une action à faire. Le lâcher prise se fait de lui-même quand on se rend compte que quelque chose n'est pas bénéfique pour nous, bénéfique pour les autres. C'est un peu, tu vois, par exemple, si il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de poids et qui mangent trop, etc. Le moment où il y a une prise de conscience que la souffrance que crée ce poids supplémentaire est plus fort que le plaisir de l'alimentation, il lâche prise. Et on fait ça avec toutes les choses dans notre vie. Le moment où on voit que quelque chose qu'on fait est négatif ou crée des problèmes pour nous ou pour les autres, naturellement on va lâcher prise à un moment donné ou à un autre, si on a cette prise de conscience. Donc sur cet aspect de féminin et de masculin, c'est un super sujet, parce que effectivement pour moi dans le couple, c'est que l'un et l'autre aient trouvé cette partie féminine et masculine pour que le couple fonctionne. Et on a vraiment cette idée de manière, je ne sais pas si c'est la société ou comment cette idée est venue, mais que l'autre nous complémente, qu'on a besoin de l'autre d'une manière ou d'une autre. Et si on a besoin de quelque chose, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est conditionné. J'ai besoin que l'autre soit comme ci, soit comme ça, soit là, ne serait-ce que pour que je sois équilibré. Et donc, il y a des attentes, donc il y a de la pression sur l'autre personne, et ça ne peut pas fonctionner. Donc pour moi, vraiment, il y a un travail spirituel, ou en tout cas au minimum psychologique, qui est important d'être fait
par tout le monde, c'est de trouver son propre yin-yang, son propre équilibre, sa propre énergie masculine et féminine pour pouvoir l'assembler avec l'autre. Mais c'est pas 50%, 50%, c'est 100%, 100%. On a besoin d'être en équilibre. Mais par exemple, moi, j'ai un côté yin qui est ce que je suis. Je peux l'équilibrer avec le yang, mais ce sera jamais le même yin et yang qu'à côté. On est d'accord, on ne peut pas ressembler au niveau du yin et du yang aux voisins, encore une fois. Donc c'est malgré tout équilibrer ça, mais avec notre particularité, avec ce qu'on est. Donc dans une mesure qui sera bien différente chez chacun en fait. Oui, tout à fait. Et après c'est finalement le partenaire avec qui on va être bien compatible, c'est que dans les mêmes proportions, il aura équilibré lui aussi avec ce qu'il est, ces parties-là. Enfin, j'imagine, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est sûr qu'au niveau de notre fonctionnement personnel, moi, par exemple, j'ai beaucoup plus un yang qui est très fort dans certains domaines, et le yin, comme tu disais, qui est avec la bienveillance, la compassion, l'écoute, etc. Donc, mais il y a d'autres personnes, ça s'exprimera différemment. Ou pour toi, en tant que femme, ça va s'exprimer différemment, ta manière d'exprimer ton yang ou ton énergie forte. Donc, c'est effectivement... Chacun, avec son propre fonctionnement, va trouver cet équilibre féminine-masculine. Après, la relation avec l'autre, elle est dépendante de ça, mais si, je dirais qu'en tout cas, il y a 100% qui est équilibré, en tout cas, que tu as trouvé ton masculin et ton féminin, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne avec presque n'importe qui, même si l'autre personne a besoin d'avoir des valeurs et des choses communes. Mais parce que tu auras trouvé cet équilibre en toi, c'est plus un besoin d'être avec quelqu'un. Donc l'autre devient quelque chose de complémentaire à quelque chose qui est déjà complet. Et pas une béquille de secours. Parce que j'ai que 50% ou 60%, donc j'ai besoin de 40% ailleurs. Et là, ça crée des problèmes. Donc les 100% peuvent être complètement différents, en tout cas au niveau de leurs énergies féminines et masculines. Mais quand elles vont venir ensemble, vous allez être capable de vous équilibrer parce que justement vous êtes l'un et l'autre déjà équilibrés, donc c'est plus facile de trouver l'équilibre quand il y a déjà quelque chose d'équilibré à la base des deux côtés. Oui, c'est vrai que je précise parce qu'on pourrait penser, déjà il y a eu cette confusion pour les femmes de vouloir être un petit peu l'égal de l'homme. Alors au niveau des droits, etc., c'est très bien, mais moi je serai jamais bûcheronne, quoi. Et des fois il y a cette confusion de se dire, comme les hommes, je dois pouvoir faire des travaux de force, je dois savoir tout. Non, en fait, on reste avec ce qu'on est. Donc c'est équilibré, mais avec ce qu'on est, pas avec ce qu'est déjà la voisine ou le voisin. Parce que là, ça amène encore des confusions aussi. Ah oui, mais c'est un aspect extrêmement important que tu développes maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes en particulier, parce qu'il y a eu cette émancipation, qui se disent qu'elles doivent faire des choses que les hommes faisaient, mais il y a des choses qu'on est capable de faire et qu'il y a des choses que vous êtes capable de faire qu'on n'est pas capable. Je prends l'exemple, on a un bébé qui est aujourd'hui à 8 mois. Il y a des moments où il n'y a que la femme, la maman, qui peut lui donner ce qu'il a besoin. Mais oui. Moi, je lui donne une certaine sécurité. Il y a des moments où il vient me voir parce qu'il a besoin de cette force. Mais il y a beaucoup plus de moments aujourd'hui, là où il en est, où il a besoin de ce confort, d'aller au sein de la maman, etc. Je ne peux pas lui apporter. Mais oui. Et c'est important de le savoir. Oui. Tu vois, de ne pas me dire, non, j'ai pas ma partie féminine qui est assez... Non, j'ai pas les seins qu'on déjà. Ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'à trop vouloir des fois l'égalité, on en perd notre singularité et quand même ce qu'on est en tant qu'homme ou femme, et chacun en tant qu'homme et femme, ce qu'on est d'unique. Chaque femme est différente de l'autre, et c'est vraiment de mettre en valeur vraiment ce qu'on est chacun, plutôt que de vouloir être un peu tout finalement et rien vraiment. Exactement, c'est super important. Il y a vraiment un aspect, même pour aller plus loin, peut-être tout le monde ne va pas adhérer à ça ou être content d'entendre, mais il y a un aspect biologique aussi. C'est-à-dire qu'on a passé des millions d'années à fonctionner d'une certaine manière. Il y a une des explications sur ça, sur l'homme et la femme, c'est que quand on était à l'époque, si on l'imagine préhistorique, où l'homme allait chasser et la femme allait cueillir les fruits, etc. Et donc il y a tout un truc, par exemple, quand... ça c'est amis qui vont être super bricoleuses et tout, et on pourrait se dire mince, moi je suis pas comme ça, c'est bien, elle a du yang, mais non, en fait on est chacun différent, quoi.
Ouais, c'est super que tu précises ça. Le yin et le yang s'expriment d'une manière différente. On peut les équilibrer, mais ils sont dans chacun très différent. Tout ouais. à fait. Ouais. Et les pistes pour repérer son yin et son yang avec ce qu'on est que tu aurais quelques pistes à nous donner? Alors, c'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi. Ouais. Je vois comment ça peut se connecter avec mon expérience. Le tai chi a été pour moi une source vraiment inspirante et claire de cette notion de yin et yang. Donc j'ai fait beaucoup de tai chi pendant une période et je me suis rendu compte, alors quand je fais des stages par exemple, c'est très rigolo, c'est que on voit se manifester dans les mouvements de tai chi les déséquilibres. Donc par exemple, il y a des mouvements où on va aller chercher l'énergie en arrière, qui est plus douce, qui est l'énergie sombre, et on va la ramener en avant vers l'action. Et donc quand on fait certains mouvements, alors je peux pas le faire là avec les deux mains, tiens, je te laisse tenir 2 secondes. Il y a un des mouvements, par exemple, ça va être d'équilibrer les mains comme ça. Donc tu as vraiment une main qui va vers le haut, qui est vers l'avant, et l'autre qui est vers l'arrière, qui est stable et qui se pose. Et quand on fait ce mouvement-là, on peut sentir tout de suite que si on est, tu vois, en déséquilibre, le mouvement en tai chi, il est précis quand il est équilibré au bon endroit et on est dans un espèce de centre. Mais si la main tu vois, donc là ça va te donner une piste, tiens, là ici c'est pas équilibré, là devant ça l'est, ou inversement. Donc le tai chi peut de manière symbolique nous donner des pistes comme ça, et je le vois beaucoup quand je fais du tai chi pendant les stages, qu'il y a des choses qui sont comme ça, hop, il y a un déséquilibre là entre la droite et la gauche, le cerveau logique, le cerveau imaginaire et créatif, et on peut le voir vraiment de manière concrète dans l'action. Il y a aussi des positions, le tai chi est très puissant pour trouver notre centre et nous ancrer. Donc il y a beaucoup de positions de mouvements qu'on fait en tai chi qui nous permettent de nous ancrer dans la terre, et d'autres qui sont beaucoup plus légères et souples. Et donc par exemple, il y a un truc qui se voit souvent chez une personne qui a un peu la tête dans les nuages, c'est que les mouvements ils vont être très, tu vois, un peu perdus dans les airs. Donc tu vois la personne qui va faire des trucs comme ça, alors que le mouvement il est beaucoup plus, il est stable. Tu vois, je trouve l'équilibre. Mais ça va aller comme ça. Donc, et quand tu le dis à la personne, quand je lui dis, ah oui, effectivement, je suis dans la tête dans les étoiles, j'ai pas cette stabilité, hop, donc on va travailler l'ancrage. Donc là, on va travailler ce yin et ce yang, le haut et le bas, le gauche et la droite, avant, arrière. Et de manière scientifique, en plus, c'est que le tai chi a été prouvé, il a été prouvé que ça connecte les 2 hémisphères cérébraux. Le corps calleux, qui connecte le cerveau droit et le cerveau gauche, qui sont justement, c'est un peu de cette notion de yin et yang, qui est la partie créative, la partie logique, analytique. Et donc on équilibre à travers le mouvement ces 2 hémisphères cérébraux, c'est la connexion entre les 2. Donc ça peut être une piste pour équilibrer, voir là où on a besoin de s'équilibrer à ce niveau-là en soi. Et puis la conscience, pour revenir vraiment à ça, c'est dans tout ce qu'on fait, on peut prendre conscience que là, effectivement, il y a peut-être une énergie qui est trop forte, trop yang ou trop yin par rapport à la situation. Donc d'être vraiment conscient, ok, est-ce que c'était l'action juste, est-ce que c'était la parole juste. Par exemple, moi, au début de mon travail de coach, alors j'ai commencé, j'étais plus coach de sport, donc il y avait un peu ce truc d'intensité, mais je me suis rendu compte en devenant plus coach personnel qu'il n'y avait pas autant besoin de cette force, tu vois, de cette intensité avec les personnes. Donc d'être conscient de ça permet, ok, là peut-être que c'était pas la parole juste ou l'action juste à faire avec cette personne. Mais toujours c'est, ok, on a besoin d'être conscient de ça, de voir qu'est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a agi, de refaire ce travail intérieur. Bon, c'est passionnant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager? Sûrement, mais sûrement plein de choses, mais je pense que c'est... On a fait un bon tour des choses, Quels sont tes prochains... Un livre un jour, non? T'as pas envie d'écrire un livre Il est déjà publié. Ah, d'accord. Il est déjà publié, j'en ai publié plusieurs. Mon premier livre s'appelle « Écoute ton cœur et vis tes rêves », que j'ai écrit pendant que j'étais en voyage. Il y a eu vraiment un moment donné, justement quand j'ai fait ces 3 choses dont je te parlais, qui étaient vraiment importantes pour moi, j'ai eu la chance après ça qu'on me prête une villa au bord de la mer des Caraïbes, et je suis resté là-bas plusieurs semaines. Et en étant assis devant le coucher de soleil, je me suis dit, et maintenant quoi? Et la première chose qui m'est venue, c'est, maintenant, il faut que tu partages avec le monde, ou avec d'autres personnes, ce qui, toi, les clés t'ont permis d'atteindre ses rêves, d'écouter ton cœur, d'être en harmonie avec vraiment qui tu es, et de vivre comme tu veux. Et pendant
plusieurs semaines, je suis resté dans cette vie-là à écrire. Et donc, j'ai publié mon premier livre quelques mois après, Écoute ton cœur et vis tes rêves, qui est sur Amazon. D'accord. Donc, si tu veux. Ah ouais. Donc, voilà. Et donc, j'en ai écrit d'autres sur le stress, etc. Et je suis en train d'en préparer la suite d'Écoute ton cœur, qui s'est arrêtée. Je disais, ça fait 8 ans que je suis sur la route. Je crois que ça doit être 3 ou 4 ans de voyage. Et puis de mes expériences dont on a un petit peu parlé, qui sont dans ce livre. Donc, il y a beaucoup de choses après. Tout mon travail de thérapeute, de formateur, etc. qui est important, je pense, à complémenter le premier livre. Ok, bon bah non, tu vois, je savais pas. Mais je me disais, il y aurait matière à... Et tes prochains stages, ou est-ce qu'il y a des choses de prévues, ou des fois ça se planifie au dernier moment? Comment ça se passe? Ça se planifie souvent au dernier moment. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais tu pourrais pas dire un peu avant parce qu'elles veulent venir et qu'elles n'ont pas suffisamment. La plupart du temps, c'est 1 mois ou 2 avant le stage que je lance la formation, parce que selon où je suis sur la route, etc. Mais ça fonctionne toujours. Et le prochain stage, il est le 19-20 octobre, donc là, d'ici peu, je sais plus quelle date on est, mais donc d'ici quelques jours. Et c'est dans la région parisienne, proche de la Normandie. D'accord. On est pratiquement complet, donc je sais pas quand est-ce que tu mettras la vidéo, mais pour ce stage-là, il reste 1 ou 2 places, donc ça risque d'être juste. Et puis surtout, les formations aujourd'hui, je passe beaucoup de temps, c'est à former des personnes qui veulent devenir coach et thérapeute. Donc je fais ce qu'on appelle une formation holistique. C'est vraiment de la thérapie holistique. Tu vois, tous les sujets qu'on a abordés, c'est important pour moi dans mon fonctionnement de l'apporter à nos clients, aux personnes avec qui on travaille, parce qu'il y a des personnes qui ont plus besoin d'un accompagnement spirituel, d'autres plus psychologique, d'autres émotionnel, d'autres au niveau de l'alimentation. Donc j'utilise toutes les techniques que j'ai apprises. Et puis je les mixe avec la partie spirituelle, avec la partie nutrition, avec la partie psychologique que j'ai eu la chance d'apprendre aussi. Et donc voilà, donc je forme des gens qui utilisent ces techniques aujourd'hui et qui ont des résultats absolument magnifiques. Donc mon site internet, frédéricdeltour.com, si les gens veulent aller voir un petit peu plus. Et puis ta chaîne YouTube, elle s'appelle comment? Alors c'est spiritualité, coaching, stage et formation. Je l'ai changé plusieurs fois. D'accord. Elle changera peut-être encore parce que je suis jamais convaincu du nom précis à utiliser. Mais voilà, pour l'instant, tu pourras mettre le lien si les gens veulent. Bon, bah merci beaucoup pour tout ce partage et ces informations, ces expériences. Voilà, ça va forcément inspirer beaucoup de gens. C'est le but. Merci beaucoup. Merci Gwen. On vous remercie, on vous dit à très bientôt sur Gwen TV. Ciao. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.